lors de ce mariage-là, il y a un des témoins qui a exaucé un de mes rêves en tant que photographe de mariage. Un truc que je voyais sur les réseaux aux US et que j'avais encore jamais eu, c'est qu'en gros, c'est le témoin principal qui est arrivé déguisé en marié et qui donc est arrivé derrière l'épaule du marié, qui a fait mine que c'était la mariée. Et forcément, quand il s'est retourné, tous morts de rire en fait. Salut Enzo. Salut Julien, tu vas bien? Nickel. Donc moi je m'appelle Julien Sarton, j'ai 41 ans. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi, j'habite à Grenoble depuis 5 ans et je suis à mon compte en tant que photographe et vidéaste, dont de mariage mais pas que. Je suis dans ma 5e année. Bienvenue, merci d'être venu. Du coup, toi, tu es photographe et vidéaste. Combien d'heures à peu près de rush on prend en général sur un mariage? Sur un mariage, le classique, on va dire un mariage de 12 heures, je vais filmer en moyenne 1h30 de rush, tout cumulé. Sur ces 1h30, quand je vais dérusher, je vais sortir un 45 minutes intéressant. Et sur ces 45 minutes, moi, les films de mariage que je fais, c'est des formats long clip musical, donc autour de 15 minutes. Et à peu près sur le montage, tu vas passer combien de temps? Sur le montage, en fait, en vidéo, ce qui est le plus dur, c'est que il faut. Moi, j'aime bien à chaque fois que je crée un film de mariage, je recrée une histoire qui colle aux mariés, qui colle à leur histoire, qui colle aux musiques qu'ils m'ont envoyées. Donc ça prend un peu de temps. Je dirais que tout cumulé, j'y passe entre le dérush jusqu'à la finition, j'y passe 3 bonnes journées. Ah ouais, entière? Ouais, 3 fois 8 heures, ouais. Ouais, 3 fois 8 heures. Et en fait, comment tu crées un peu ton film? Tu prends une base, tu t'inspires d'autres films. Comment ça se passe un peu le montage de films de mariage? Il y a des petites transitions, il y a des petits trucs qu'on connaît et qu'on aime bien faire. Mais franchement, je dirais que les 3 quarts du film, c'est selon en fait l'ambiance des mariés, selon leur personnalité. Le but, c'est de faire un film qui leur ressemble, tu vois. Donc déjà aussi selon les musiques qu'ils vont m'envoyer, parce que moi je leur demande de m'envoyer des musiques de leur choix. Je ne fais jamais avec les musiques que moi j'aime, parce qu'on s'en fout de ce que moi j'aime. Ce qui compte, c'est que ça les concerne eux. En général, je leur demande 2 musiques douces, enfin 2 musiques romantiques et 2 musiques qui envoient plus. Et moi, ça me permet d'avoir assez de matière pour pouvoir dans la vidéo jongler entre les différentes énergies par lesquelles ils vont passer durant toute la journée. Et donc je raconte, en général je fais des films qui sont quasiment tout le temps, qui racontent la journée dans l'ordre dans lequel elle s'est passée. Parce que l'argument qui me touche et que je leur vends, c'est que quand ils vont revoir le film dans 5 ans, dans 10 ans, je trouve ça très agréable de repasser par toutes les émotions et le parcours d'émotions fluctuants que tu as vécu le jour J. Le stress du début, les préparatifs, tout le monde est un peu tendu, tu es un peu comme ça, tu es un peu stressé. Et puis après les moments très solennels, cérémonie laïque, religieuse, la mairie, la tête toujours un peu coincée. Puis après ça y est, ça se lâche. Vin d'honneur, les copains, on boit un coup, on desserre la cravate, on retire les talons. Soirée, dîner, ça part en sucette. Et donc du coup, je trouve que dans l'expérience de revivre son mariage à travers le film de mariage, c'est bien si on arrive à leur faire revivre le même parcours émotionnel qu'ils ont vécu le jour J. Ouais, le but c'est de recréer des émotions en fait quand la personne va revoir ce film-là. Le but, moi, c'est de les faire chialer. Moi, je leur dis, mon but, c'est de vous faire chialer. Clairement, je veux que mon film de mariage, je veux pas juste qu'ils vous disiez « Oh, c'est mignon ». Je veux vous arracher les larmes. Même au plus gros dur, même le marié qui va être là « Ouais, moi, machin. Je vais te faire pleurer. C'est le but. Donc, c'est pas le but, c'est pas de faire pleurer pour faire pleurer. C'est juste que l'émotion, tu la mesures à ses expressions, tu les mesures à un fou rire, tu les mesures à des pleurs, à une chair de poule, tu vois, à des petits sanglots. Et donc, plus je sais que j'arrive à les faire pleurer et à les faire rire, la combinaison des deux, et plus je crois que mon film est réussi. C'est à ça que je juge qu'un film il est réussi, tu vois. Et c'est quoi qui t'a amené à ce monde-là, à ce monde de la vidéo, à de la photo de mariage? C'est quoi l'élément déclencheur? L'élément déclencheur, c'est déjà j'ai eu un papa qui a travaillé dans une boutique de photos quand il était jeune, qui a toujours été un passionné de photos sans jamais en faire son métier, mais il bossait dedans la photo, magasin de photos, il était vendeur, il a fait de la photo animalière, il est parti au Kenya quand il était jeune. Donc j'ai toujours baigné là-dedans. J'ai eu mon premier appareil photo, le Canon Xus 400 lors de mes 18 ans, pour mes 18 ans et un voyage en famille à l'autre bout du monde. Et depuis, en fait, j'ai jamais cessé
de faire des films de famille. C'était vraiment un moyen d'immortaliser les souvenirs. Tu vois, tout ce qu'on fait aujourd'hui avec nos téléphones, de capter tout ce qui se passe, bah, j'étais un peu dans la même démarche, mais il y a déjà 23 ans. Et je pense qu'en fait, c'est vachement thérapeutique pour moi, c'est vachement un moyen de figer le temps qui passe, tout simplement en fait. Et un truc que tu filmes et que tu peux regarder, et bah, ça prouve qu'il a bien existé, tu vois. Et du coup, force de le faire pour moi, mes potes, ma famille, tu sais, t'as toujours le pote relou qui fait ça en vacances, dis un truc face caméra, dis machin. Sauf qu'après, les potes, 10 ans, 15 ans plus tard, Julien, t'as encore le lien Dropbox là, avec la vidéo des vacances de 2007 et machin. Donc tout le monde apprécie ça. Et sauf qu'il y a un moment où tu le fais pour toi, et puis du coup, tu te dis, bah en fait, j'aime tellement le faire que je le fais pour les autres. Tu le fais à un mariage de potes, à un deuxième mariage de potes. Puis quand on est au 6e mariage de potes en 4 ans, tu te dis putain, en fait, je kiffe bien. A priori, je suis pas mauvais. Donc, let's go, quoi. Parce que, ouais, toi, en fait, t'as commencé sur un ou deux mariages, et puis t'as pris goût, et puis ça a commencé comme ça, en fait. En fait, j'avais un taf qui avait pas rien à voir, mais quasiment. J'ai fait des études de marketing, j'ai fait une école une école de marketing durant 5 ans, j'ai eu une carrière classique communication marketing. Et puis, arrivé à 36 ans, j'ai mon fils qui est né, et j'ai bossé dans une dernière boîte qui m'a un peu fait câbler parce que l'entreprise, le management, les gens qui s'en foutent des humains et tout. Et donc j'ai claqué ma dème. Et c'est là que tu me retrouves à me dire, ok mon gars, t'as 36 balais, t'as un enfant qui vient de naître, t'as quelques économies mais pas ouf non plus. Donc maintenant, va falloir te réinventer. Qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui est d'intérêt, enfin qu'est-ce qui a de l'intérêt pour la société. Mais c'est surtout qu'est-ce que tu sais faire et laquelle de ta compétence va pouvoir être valorisable. Donc c'est là que je me suis dit, bon bah écoute, ça fait 20 ans que tu fais des photos, que tu fais des vidéos. Avant ça, j'avais eu une agence de marketing sur Paris à mon compte que j'avais créée. Je faisais un peu de production pour des petits clients, où je faisais assistant de tournage. Bref, ça me faisait kiffer. Et j'ai dit, vas-y, tu sais quoi, tentons quoi. Et donc pour tenter, la meilleure chose à faire, c'est de faire des trucs gratuits au début. Des trucs de potes, des trucs de assistant, caméraman numéro 2, assistant caméra. En fait, tu fais un maximum de choses juste pour faire des erreurs sans trop de gravité. Parce que quand tu es sur des projets où tu n'es pas payé, bah, du coup, tu as toi un peu plus de, comment dire, un peu moins de pression sur le fait que si tu fais une erreur, bon, bah, de toute façon, c'est bon, c'est le stagiaire, tu vois. Et puis, au fur et à mesure que tu fais moins d'erreurs. T'es de plus en plus bon, et jusqu'au jour où tu dis bon bah ok, je commence à faire payer, et puis tu fais payer un petit peu, puis un peu plus, et jusqu'à ce que tu arrives à un truc qui te permette de vivre tout en étant cohérent avec le marché, quoi. Et justement, comment ça s'est passé? Comment t'as trouvé tes premiers clients, tes premières factures? Bah donc déjà pour faire du taf gratos, c'est les potes de potes, les contacts, et puis après, tu démarches. Ça, c'est ma plus grande qualité en fait dans mon travail de photographe et vidéaste. Ça n'a rien à voir avec la photo et la vidéo. C'est le côté commercial et marketing, de savoir aller taper aux portes, de savoir se vendre, de savoir proposer quelque chose, de savoir, comme on dit, fake it until you make it. Donc de savoir faire croire que tu sais faire des choses jusqu'au moment où il faut les faire, et puis quand est venu le moment de les faire, bah, tu fais en sorte d'y arriver. T'as commencé en porte-à-porte du coup? Bah, porte-à-porte, je sais pas, il y a une boîte qui te plaît bien, tu sais que c'est une petite boîte, tu sais que forcément ils n'ont pas de budget communication, bah tu vas les voir, et voilà, ça vous dirait, là je vois que vous faites un petit événement, ou vous avez sorti un nouveau produit, ça vous dirait, je vous fais un truc, bah qui va dire non? Personne. Donc en gros, toi, tu y vas et puis tu fais ça une fois. Je sais pas combien de projets j'ai fait comme ça, parce que ça me permettait moi de gagner en crédibilité, de gagner en technique, de gagner en démarchage. Je pratiquais, tu vois. Je pratiquais. Et puis il y a un moment où, ok, tu dis là, ça y est, j'ai franchi un petit cap. Je peux commencer à faire payer. Et donc, parce que toi, tu faisais ça gratuitement du coup au début. Et ça a duré combien de temps cette période? Le temps du chômage. Ok, ouais, donc je 6 mois, 1 an. je pense. Bah non, je crois que j'ai eu le chômage durant presque 2 ans. Ok. Mais j'avais déjà même commencé quand j'étais salarié à faire un peu de gratuit. Donc le meilleur conseil que je puisse donner, c'est faites du projet, bouffez du projet, quoi. Même si au début c'est pas valorisé, toi t'apprends. Et donc en fait c'est de l'investissement pour
toi plus tard. Parce que toutes les erreurs que tu feras là et tu vas forcément en faire, tu les feras pas plus tard. Ou du moins, tu as moins de chances de les faire. Donc finalement, faire des trucs gratuits, c'est pas un manque de reconnaissance ou un manque d'estime de ton taf. Faut pas faire ça toute sa vie, bien sûr. Ouais, c'est apprendre à se faire connaître quoi, au début. Ouais, et puis apprendre toi à te connaître. Est-ce que vraiment je suis fait pour ce métier? Est-ce que vraiment ça me plaît? Est-ce que vraiment je me sens légitime? Est-ce que techniquement je suis un petit peu au niveau? C'est aussi un test. C'est un test de soi par rapport au métier. Parce que quand on se lance là-dedans, tu sais pas si tu vas kiffer. T'as pas fait des études avec des stages d'une semaine, 15 jours, machin. Non, tu te lances et tu te dis... C'est comme quand tu rencontres quelqu'un dans la vie. Au début, tu te lances. Tu sais pas où ça va mener. Donc, tu vas petit à petit et t'apprends à voir si ça correspond à ce que tu veux ou pas, quoi. C'est quoi la vie d'un photographe? C'est une vie très solitaire. Ah ouais? C'est une vie très solitaire. Ça se déplace beaucoup? Comment ça se passe? En fait, je pense qu'il y a autant de photographes qu'il y a de profils d'êtres humains. T'as le photographe salarié dans une boutique photo du coin de la rue, qui reste dans sa boutique, qui fait son 35 heures semaine, qui bouge pas, qui voit des têtes qui changent tout le temps, qui vend du matos. T'as le photographe, je sais pas, moi en l'occurrence, moi je bosse à mon compte, je bosse tout seul, c'est une volonté. Pour avoir managé des gens, pour avoir eu des équipes, je ne veux plus, je veux être tout seul, être indépendant, que mon taf ne dépende que de moi, pouvoir improviser quand je veux, bosser plus, bosser moins. Et donc c'est quand même beaucoup de temps le cul assis sur une chaise, ça c'est clair. C'est un taf de bureau, sauf qu'en plus, tu as beaucoup de déplacements. Enfin, tu choisis d'avoir beaucoup de déplacements. Tu pourrais décider de travailler, par exemple, moi, que sur Grenoble, ou alors que sur l'Isère, ou que en région Rhône-Alpes. Tu vois, là, mercredi, je pars sur un mariage à Nantes. Ouais, tu travailles toute la France. Bonne idée ou pas, celle-là. Pour le coup, je sais pas si c'est une bonne idée, mais Nantes, c'est peut-être un peu trop loin. Mais en gros, moi, ma zone, ça va de Lyon jusqu'à Valence, pour la grande majorité, pour les 3/4 et un quart sur Paris. Et après, tu as une petite mission par-ci par-là d'un client que tu as et qui va t'envoyer à l'étranger. Là, j'étais à Berlin courant avril pour un séminaire d'une boîte. Là, je pars à Nantes. Parfois, je pars jusqu'à Marseille. C'est toi qui gères, en fait. C'est toi qui décides. Tu vois, selon ton lifestyle, selon tes habitudes. Parfois, on voit des invités qui, tu vois, d'eux-mêmes, mais ça, c'est pas que dans les mariages, qui prennent leur téléphone, qui commencent à filmer, ou même parfois, c'est la mariée ou le marié qui confie même la mission de prendre des photos. Comment tu gères un peu ça quand quelqu'un commence à prendre son smartphone ou même le grand-père qui a son appareil et qui commence à filmer ou prendre des photos et qui se met devant toi ou... Il y a deux façons, enfin il y a deux cas. Il y a le premier cas où les gens prennent des photos, prennent des vidéos de manière, on va dire, civilisée. Ils ont bien vu que toi tu étais là, ils savent que tu es payé pour, ils savent que c'est ton job, ils n'ont pas envie d'apparaître sur les images et de tout gâcher. Là, je leur dis avec des petits sourires et des petits clins d'œil et toute la bienveillance du monde, vous savez que je suis là, moi, toute la journée, je suis avec vous, je vais rien rater, gardez les yeux grands ouverts, profitez-en. Voilà, donc ça, je dis en général début de cérémonie, je le place dès que je peux. Et puis après, tu as l'autre cas qui est plus problématique, qui est plus relou, mais qui n'est pas non plus hyper fréquent. C'est le ou là, c'est souvent le tonton photographe, tu sais. C'est le tonton photographe qui a un appareil qui sort 3 fois par an et forcément il aime la photo mais il n'a pas l'occasion de le faire. Donc là, le mariage de sa nièce, de sa petite fille, machin, tu peux pas lui en vouloir de vouloir le sortir. Sauf qu'il a oublié qu'il était numéro 2. C'est pas le numéro 1 de la journée. Le numéro 1, il est là, il est payé, c'est son taf. Il sait comment être présent sans déranger. Et donc lui, soit je vais le voir au début et je le brief sans qu'il ait l'impression que je le brief. Genre on est collègues mais c'est moi le numéro 1. Toi, tu me suis, tu restes derrière mon épaule, je te fais un signe quand tu peux passer, machin et tout. Soit il y a des fois où il y a des ratés et tout d'un coup, c'était pas prévu et il fait une sortie dans l'allée centrale et il te nique ta photo. Ouais, j'ai vu un de tes réels où il y a, je sais plus si c'est un jeune ou quelqu'un de plus âgé avec son smartphone. C'est rarement des jeunes. C'est rarement des moins de 50, c'est rarement des moins de 50 ans. Oh non, mais quand je parlais des jeunes, tu vois, peut-être un enfant de 8-9 ans qui passe... Ah, celui à qui j'ai mis un gros coup de genou? Ouais. Oui. Oui, lui c'est différent, il n'a pas d'appareil photo le pauvre, mais il était dans l'allée. Quand les mariés descendent les marches de l'église, on fait une grande allée, et là t'as le gosse qui vient qui ramasse les pétales de fleurs. Et moi je suis en train d'avancer et de prendre des photos, et bam, je lui mets un coup de genou. Mais pleine tête, comme ça. J'aurais pu l'assommer. Heureusement, je marchais doucement. Donc forcément, j'en ai fait un réel. Hein, ça c'est vraiment le genre de truc qui fait tout le monde l'a vu des clics. Et je peux te dire que ça a fait quelques centaines de milliers de vues, je crois. Ça c'est autre chose, non, mais je me rappelle dans l'église, ce tonton qui est juste derrière moi, qui me colle et je suis en train de faire une marche arrière et je lui dis avec humour que
il y a un professionnel de l'image, faites attention, poussez-vous, j'arrive, voilà, juste. En fait, le but, c'est de mettre de l'humour. C'est que faut pas qu'ils le prennent mal parce que c'est pas du tout l'intention. Mais il faut aussi qu'ils comprennent qu'on a un travail à faire. Tu vas être invité à un mariage où, au moment du first look, donc pour expliquer un petit peu ce que c'est pour les personnes qui savent pas, c'est au moment de l'organisation de la cérémonie. En fait, c'est un moment où c'est privé, où les deux mariés vont se rencontrer. Tu me dis si je me trompe, hein. Ils vont se rencontrer pour la première fois avec leur tenue. Et toi, il va avoir un first look où tout va pas se passer comme prévu. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé? Le first look, le premier regard, alors tu as dit qu'il se fait en privé, pas forcément. Il y a je dirais une grosse majorité qui aime bien faire le first look de manière protocolaire, c'est-à-dire à la remontée de l'allée de l'église ou de la mairie. Donc le futur marié qui est devant, qui attend sa dulcinée, elle qui arrive au bras de son papa, de son tonton, de son grand-père, et à ce moment-là, donc, il se retourne et il la découvre. Ça, je dirais, c'est quand même une grosse moitié qui décide de le faire de manière traditionnelle. Et l'autre petite moitié, c'est ceux qui, en effet, réservent un moment à part. Mais ça peut être juste tous les deux, avec ou sans enfants, avec ou sans témoins, ou avec ou sans la famille, pour se découvrir avant la cérémonie. Et donc ce jour-là, ce couple-là, lors de ce mariage-là, il y a un des témoins qui a exaucé un de mes rêves en tant que photographe de mariage. Pas un de mes rêves, j'exagère un peu, mais un truc que je voyais sur les réseaux aux US et que j'avais encore jamais eu, c'est qu'en gros, c'est le témoin principal qui est arrivé déguisé en marié. Et qui donc est arrivé derrière l'épaule du marié, qui a fait mine que c'était la mariée. Tout le monde qui était autour a joué le jeu, moi le premier. Et forcément, quand il s'est retourné, tous morts de rire en fait. En plus, morts de rire, mais morts de rire décuplés par la pression du moment et le côté vachement émotionnel, tu vois. Donc, voilà, ça s'est marré grave et ça faisait un petit happening dans la journée. Et après, du coup, il a découvert sa future femme un petit peu plus tard. C'était moins drôle, mais c'était plus beau. Mais c'était un chouette moment. Vraiment, c'est des trucs cool. Il est passé par toutes les émotions. Le mari du stress, Regarde, en plus, tu le vois. à l'humour. Parfois, tu les vois, ils sont là, genre, ils savent que leur marié, elle est juste derrière et ils trépignent d'impatience. Ils sont là, ils se disent, mais à quoi est-ce qu'elle ressemble, machin, j'ai hâte de la voir et tout. Puis, il y a souvent du monde autour. Et tout d'un coup, voilà, il se retourne et là, tu as son pote avec des seins jusque-là, avec des jambes toutes poilues d'1m80. Très drôle. Magique, très très drôle. Magique. Tu fais combien de photos sur un mariage à peu près? Moi, je suis un malade de la gâchette. Je sais pas si c'est bien je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais comme j'ai pas connu vraiment l'argentique, vu que j'ai commencé avec le numérique, j'ai jamais eu ce problème de pellicule. Avec un nombre de poses limité. Et puis depuis qu'il y a les rafales et depuis qu'il y a les shutters électroniques, c'est un carnage. En fait, quand on prend des photos de mariage ou des photos de groupe ou des choses qui se passent de manière très rapide, on peut pas rater, tu vois. Tu peux pas rater genre le doigt qui est exactement dans la bague là où tu voulais qu'il soit, ou le baiser qui est juste au bout des lèvres, ou alors la main qui va attraper la fleur. Donc en fait, je suis en rafale toute la journée. Je suis en rafale toute la journée et sur un mariage de 12 heures, je vais rentrer avec 10 à 15 000 photos. 10 000 photos s'il y a eu pas forcément beaucoup de monde, pas un temps de dingue, pas forcément beaucoup d'animation, et 15-16 000 photos, je crois que je suis déjà rentré avec 16 000 photos, si c'est peut-être 12-13 heures de mariage, des invités dynamiques, un temps de fou, plein d'animations, plein de trucs qui se passent, tu vois. Mais en vrai, ça paraît impressionnant, enfin le chiffre est impressionnant, mais moi ça me dérange pas parce que vu que je dérush, je trie mes photos dès le lendemain ou le surlendemain, dans ma tête en fait tout est encore frais et je sais exactement à peu près quand la photo était bonne, ou je sais si j'ai fait une rafale sur un truc qui a duré 20 secondes, je sais que la bonne photo elle est à la fin et tout, donc dès que je l'ai après je passe aux suivantes. Donc franchement pour dérusher 10 000 photos, je vais te mettre 2h30. Ouais, 2 heures, 2h30. Juste pour les dérusher, donc les sélectionner. Donc je suis flèche, 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 flèche. Dès qu'elle est bonne, espace. Flèche, 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 espace. Flèche, 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 flèche. Et parfois, je fais flèche, flèche durant 30 photos. Tu vois? Mais ouais, c'est ça, à peu près. Donc on va dire en moyenne c'est 1200. Et, pardon, c'est 12 000. Et sur une journée, je vais en rendre environ 600 des photos, en moyenne.
Sur les gros mariages, tu me disais ça tout à l'heure, au-delà de 150 personnes, on peut voir toute une équipe de photographes ou même un seul. On appelle ça un second shooter. Tu peux expliquer un peu comment ça fonctionne? Bah, en vrai, le second shooter, tu pourrais l'avoir dès 10 personnes. Parce que le second shooter, ce qu'il va apporter, c'est une complémentarité en termes d'angle. L'exemple typique, c'est quand tu as la mariée qui entre dans l'église, tu as envie d'avoir et la réaction de la mariée, de son papa qui arrive, et la réaction du marié qui est en face. Donc quand tu es tout seul, bah en fait, tu es en train de courir à droite, boum boum, à gauche, boum, tu te baisses. Tu es toujours en train de faire des allers-retours. C'est le risque de rater un moment, c'est le risque de tomber, de rentrer dans quelqu'un, parce que enfin, il y a toujours des risques. Alors que si tu avais un second shooter, tu es tranquille à ton spot, l'autre il est en face, vous ne vous gênez pas, et du coup chacun a son objectif sur les parties intéressantes de la scène. Et comment vous vous organisez? Chacun a son poste, un peu comme... Je pense qu'il y a plein de façons de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'il y en ait un des deux qui gère. Donc en l'occurrence, c'est moi qui gère quand je prends un deuxième shooter, et c'est moi qui l'envoie. C'est moi qui lui dis, voilà, donc là, il va se passer ça. Vu la configuration de la salle du machin, moi je me mets là, je suis à telle focale et telle focale. Toi, tu vas là-bas, je pense qu'il faudrait que tu aies telle focale et telle focale. Ça te va? Ok, go. Ouais, par exemple, tu lui dis, moi je prends par exemple le marié ou la mariée, ou les deux, et l'autre personne va plus se focaliser sur, je sais pas, le public, ou... c'est ça? Par exemple. Mais si on est, en général, c'est quand même le marié et la mariée qui sont le centre de l'attention. Donc quand on est dans des scènes comme ça où il faut qu'on ait les deux, là c'est un peu chacun prend la focale qu'il veut. Il faut juste qu'on soit tous les deux à des endroits où on ne se voit pas. Et quand on est à d'autres moments de la journée ou de la soirée où là, il n'y a pas de contrainte de le marié et la mariée sont ensemble. Donc du coup, peut-être qu'on va se dire, bah, écoute, moi je me mets au téléobjectif, je me mets au 70-200 pour capturer que les émotions. Je fais que des plans fixes, que des plans serrés sur les gens. Et toi, tu restes au 24-70 ou au 35 mm pour faire des plans plutôt larges de la scène. Tu vois? Comme ça, tu couvres l'intégralité de ce qui se passe avec une belle variété en termes de focale. Juste, tu vas organiser un mariage où tu vas avoir une demande de mariage lors de ce mariage devant ton livre d'or de vidéo. Donc déjà pour expliquer un livre d'or, si j'ai bien compris, en général c'est un carnet où chaque personne met en fait un petit message, et un livre d'or vidéo, c'est quoi la différence? Et bah, le livre d'or vidéo, c'est le principe du livre d'or, mais version 21e siècle, quoi. Donc, quand tu vois aujourd'hui les livres d'or classiques, en général, ils sont posés sur un manche debout sur une table. Il n'y a pas grand monde qui vient l'écrire dedans, à part les gens de 45, 50 et plus, parce qu'on a perdu le goût de l'écriture. J'allais dire malheureusement, mais je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais on a perdu le goût de l'écriture. Donc, ce que je fais, moi, c'est un concept que j'ai créé et qui consiste en une installation avec donc un éclairage pro, une tablette, une caméra pro, micro, tout ça alimenté par une batterie. Et donc, tu appuies sur la tablette, tu prends le micro, je pourrais te montrer d'ailleurs. Voilà, the mic. Et donc, du coup, tu appuies sur la tablette. 3, 2, 1, tu prends le micro, j'ai 2 micros sans fil, et les gens ils laissent un message face caméra, ils ont 30 secondes pour voilà, on vous aime, on vous souhaite tout le bonheur du monde, vous êtes trop beau, on passe une trop belle soirée, merci beaucoup, ça va raconter une anecdote, et puis après quand l'apéro est lancé et que l'alcool commence à couler plus ou moins, t'as des chansons, t'as des chorés, t'as des flash mobs, t'as tout en fait, t'as plein d'impros. Et ce qui est trop cool du coup, c'est que les gens se lâchent et finalement vont témoigner tout leur amour aux mariés. Et sans ce livre d'or vidéo, en fait les mariés ils n'auraient jamais tout ça. Ils auraient un petit mot, ils auraient une petite carte, ils auraient peut-être un message sur les répondeurs parfois qu'on peut louer à des répondeurs vocaux, des téléphones à l'ancienne, tu prends, tu laisses un message vocal. Mais de voir les gens, de voir ton grand-père, ta grand-mère, ton enfant, te dire, en plus, vu qu'ils sont tout petits, ils arrivent comme ça. Papa, je t'aime, maman, je t'aime, vous êtes trop beaux, on est trop une belle famille. Mais ça n'a pas de prix, tu vois. Donc c'est une machine à souvenirs de dingue. J'ai lancé ça l'année dernière et maintenant je le vends à quasiment tous mes mariages comme une option. Et ça Et donc, ça du coup, cartonne. ça cartonne de ouf. Et Et donc lors de Ouais. ce mariage, alors c'est pas une demande en mariage, mais lors de ce mariage, il y a ce couple qui était des amis des mariés qui leur ont annoncé à travers le livre d'or vidéo qu'ils s'étaient fiancés et qu'ils allaient se marier l'année suivante. Et ça, personne ne le Et donc savait. ça, Toi, tu l'as personne découvert ne le vraiment savait. au montage.
Non, j'ai découvert le soir même. Ils ont laissé le message, je ne l'ai pas vu. Et après, ils sont venus me voir et ils m'ont dit, au fait, tu verras, il y a une surprise. On a dit ça, 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 ça. Et ils m'ont montré une bague toute discrète. Voilà. Donc très cool. Et les mariés étaient très surpris, forcément. Donc c'était trop cool. Puis j'ai eu plein de trucs. J'ai eu des pyramides, des trucs d'acrobatie. Les gens, en fait, aiment bien se prendre pour des reporters. Il y a un espèce de truc avec le micro. Il y a un espèce de fantasme autour de, je sais pas, de reporters France TV, France 3 Régions, tu vois, qui fait que les gens, ils adorent. Les gens, ils adorent jouer. C'est jouer aux journalistes. Il y a un truc avec le micro. Ça inspire la curiosité aussi. Là, ils voient le micro, Oui. ils disent ah ben on va s'arrêter, on va aller voir, on va essayer. Mais le micro en main te donne une espèce de D'aura, posture. ouais. Tu vois, tu te sens différent, t'as envie de faire le con avec. Voilà. Donc ça marche très bien. J'enchaîne sur ça. Quand j'ai préparé le podcast, je suis allé voir un petit peu ce que tu faisais. Donc on a parlé de livres d'or, mais je sais que tu proposes différentes options de livraison, dont la photo en direct. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Yes, bon, tu l'auras compris, moi, ce qui me fait kiffer dans la photo de mariage, c'est pas la photo artistique. Je suis pas là pour faire de l'artistique, j'ai pas de patte, de touche particulière. Tu vois, ce que j'aime, c'est retranscrire la réalité. Et ce que j'aime, c'est permettre à mes mariés de maximiser le nombre de souvenirs. Donc du coup, j'ai développé tout un tas d'options. Donc le livre d'or vidéo, j'ai aussi un photobooth de luxe dont je pourrais te parler. Et là, tout récemment, c'est donc la livraison des photos en direct, qui, en général, provoque des réactions un petit peu urticantes chez les photographes, parce qu'ils se disent, si elle est livrée en direct, elle n'est pas retouchée. Et pour beaucoup de photographes, une photo non retouchée est une photo non finie. C'est comme si tu faisais un gâteau et que tu ne le faisais pas cuire, tu vois. Sauf que la démarche, c'est la suivante. Aujourd'hui, les gens, quand ils participent à un mariage, ils ont leur téléphone. Ils prennent des photos, ils prennent des vidéos parce qu'ils veulent ne pas rater le moment. Et ils veulent pouvoir le partager, l'envoyer au cousin qui n'a pas pu venir, pouvoir faire une story sur Instagram, machin. Et donc, ils sont beaucoup moins sur l'événement, ils sont beaucoup moins en train de le vivre que s'ils avaient juste les yeux rivés sur l'action. Donc moi, ce que je fais, c'est que je propose l'option de livraison de mes photos en direct durant le mariage. C'est à destination de qui? C'est pas à destination des mariés, c'est à destination des invités. Je prends des photos et en direct, par une technologie que je pourrais t'expliquer, je les choisis directement sur l'écran et je les mets en ligne. J'ai un QR code sur moi, les invités, ils le scannent, ils font un selfie et grâce à ce selfie, ça retrouve automatiquement les photos sur lesquelles ils apparaissent, et ce en direct, avec une retouche automatique qui est appliquée, soit une retouche par de l'IA, soit une retouche par mes propres presets Lightroom que j'ai importés dedans. Donc clairement, on est sur une photo qui est très exploitable, qui est bien meilleure que quelqu'un qui ne sait pas faire de photos, qui prend avec son smartphone, mais qui ne sera pas à 100% nickel, parce que je ne l'aurais pas bien forcément recadré, je ne l'aurais pas retouché pile poil et tout. Donc elles sont forcément moins bien que les photos que je vais livrer aux mariés. Parce que ça ne change pas le fait que je vais livrer mes photos aux mariés. Je vais trier toutes mes photos quand je vais rentrer, je vais les retoucher une à une, je vais réappliquer mes presets, je vais réajuster les couleurs, la saturation, les ombres, tu vois, les hautes lumières, les basses lumières, je vais retoucher la tache sur la robe, la ligne à haute tension derrière qu'on n'avait pas vue, la voiture qui fait chier. Ça, je vais le faire pour les mariés, qui est mon client final. Et ça dure Mais combien de temps à peu près? Parce que tu m'as dit, la ouais, retouche, ça me dure 2-3 heures pour tout trier. bah, je t'en parlerai après. Ouais. Mais pour les invités, l'idée, c'est de leur fournir des photos à 90% nickel, que eux pourront télécharger et partager le jour J. Donc des photos meilleures que les leurs, qui seront déjà triées, parce que forcément, les gens, en général, ils mitraillent photo. Ils font 10 photos, tu en as peut-être une de bonne. Donc après, dans leur téléphone, il faut qu'ils les trient, c'est relou. Là, ils ont des photos de meilleure qualité où ils apparaissent dessus, qui sont déjà triées et qui peuvent télécharger et partager instantanément. Avec même, je peux faire un habillage avec le logo des mariés, je peux faire un truc. Donc, ça permet aux invités d'être beaucoup plus concentrés sur l'action. Tu leur dis, lâchez votre téléphone, vous aurez les photos juste après. Dès que la cérémonie est terminée, vous me scannez moi, un selfie et vous avez vos photos. Donc, c'est un argument en plus pour permettre aux gens d'être concentrés sur l'action et de vivre le moment pleinement. Tu vois, en plus, c'est pas un truc que je vends cher, donc pour les mariés, c'est peanuts. Mais c'est un petit argument en plus pour que les gens soient vraiment dans le moment. Est-ce que tu as déjà refusé un mariage
pour une raison particulière? Bah, raison numéro 1, je suis pas dispo. Raison numéro 2, c'est trop loin. Raison numéro 3, ils ont pas le budget. Euh, c'est ça les 3 raisons hein, Ouais, qui font on t'a que... déjà contacté ou on t'a dit, ouais, j'adore ce que vous faites, c'est top, c'est génial, mais j'ai pas un gros budget. Est-ce que vous pouvez Hmm. faire un effort ou est-ce que il y a une possibilité? Bien sûr, la négociation, elle est fréquente. Sauf que plus tu gagnes en expérience, plus tu gagnes en notoriété, en visibilité, en confiance dans ton travail, et moins tu réponds favorablement à ce genre de choses. Déjà, Mhm. quelqu'un qui dit ça, quelqu'un qui cherche à te négocier, je dirais que presque par défaut, j'aurais envie de dire non. Moi, j'aime bien offrir des trucs. Quand je sens que bah, ils aimeraient ça, mais qu'il n'y a pas forcément le budget, mais en même temps le feeling passe super bien, Ouais. c'est une date à laquelle je sais que j'aurai pas forcément d'autres trucs, je vais faire l'effort, avec grand plaisir. Mais celui qui est là pour négocier, chercher du prix, qui est dans une démarche finalement de purement Business. monétaire, Ouais. non, parce que c'est une aventure humaine. Photographe de mariage, c'est une aventure, bien sûr c'est mon gagne-pain, mais c'est une aventure humaine avant tout. Je préfère gagner 1000 balles à dépanner un couple de gens que je trouve adorables avec qui je pourrais être pote, plutôt que de gagner 3000 balles avec un couple que je peux pas piffrer, avec qui je vais me faire chier durant 12 heures. T'as déjà eu des galères où il y a eu un mariage, c'était plutôt compliqué en termes de logistique, en termes d'imprévu le jour J? Euh, Bah, les mariages d'hiver, c'est toujours plus compliqué parce que tu n'as pas de lumière durant très très longtemps, donc tu es très vite en intérieur, donc il faut très vite passer au ouais. flash, donc c'est moins sympa que les belles lumières du mois de juillet, d'août, où il fait nuit à 22 heures et tu as des beaux soleils couchants et du coup tu profites durant toute la journée. Et justement, comment Euh, tu je- gères les imprévus? S'il y a de la pluie, et bah, du coup, si c'est l'hiver, s'il y a de la neige ou alors il y a beaucoup de vent, comment ça se passe? tu prépares au maximum ce que tu peux préparer. T'anticipes la localisation, tu regardes la météo, tu regardes l'heure du coucher du soleil, prévois des plans B pour les photos de groupe, s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait, machin et tout. Et puis pour, je dirais, les situations imprévisibles, t'improvises. Et c'est là aussi que le photographe de mariage doit être quelqu'un qui sait s'adapter à tout, à tous les gens, à toutes les conditions. C'est un vrai caméléon, le photographe de mariage. Vraiment. Tu vois, en comparaison à un mec qui bosse en studio, par exemple, qui maîtrise sa lumière, qui maîtrise les gens, là, nous, on maîtrise pas grand-chose. On est spectateur de trucs qui se passent, où il y a 1000 acteurs qui sont concernés. Et ouais, il n'y a pas de. En fait, vous faites avec. S'il pleut, bah, vous continuez les photos en intérieur. Il y a. Mais même au-delà de s'il pleut, si t'as vu le curé avant que la cérémonie commence, et que donc tu lui as dit, donc voilà, pour la remise des bagues, vous allez le faire où, là, machin et tout. Si le mec te dit, je vais le faire là, et que durant la cérémonie, il a changé d'avis, qu'il veut le faire là, toi, t'avais mis ta caméra là, t'avais machin, t'avais repéré l'éclairage là, t'avais prévu ton poste, bah, qu'est-ce que tu vas dire? Monsieur le curé, désolé, ça va pas être possible. Non, tu dis rien, tu t'adaptes. Et donc, c'est là que, tu recules. Et donc, c'est là que l'expérience d'un photographe de mariage fait la différence. Quand tout se passe bien, je dirais presque que c'est facile. Mais ça se passe jamais 100% bien. Il faut improviser presque tout le temps. Et si t'as pas l'expérience de ça, et bah du coup ton impro elle sera plus ou moins réussie en fait. Génial. C'est pour quand le prochain mariage? Bah mercredi là je pars à Nantes lundi, je vais voir de la famille mardi à Nantes et j'ai un mariage mercredi, je reprends la route jeudi, j'ai un mariage samedi. Ouais, t'enchaînes quoi. Là c'est la saison. Là ce sera mes 7e et 8e de la saison. Et là justement, ils annoncent du 40 degrés, on est en plein dedans. Ça c'est chaud. Là, t'improvises comment par exemple? Là, il fait 40 degrés. Comment ça va se passer pour ces mariages-là? Bah en vrai la chaleur, non, j'allais dire il y aura plus de retouches parce qu'il faudra enlever les gouttes de sueur sur les fronts des gens. Mais non, je vais quand même pas jusqu'à ce niveau-là. Peut-être qu'il y a plus de gens qui vont être assis, il y aura peut-être moins d'activités, moins de festivités. J'ai pas souvenir de mariage avec des vraies canicules, genre plus de 40 degrés, tu vois. Mais en général, c'est quand même dans des endroits, c'est dans des domaines, des endroits où t'as de l'ombre, puis où t'as la clim. En tout cas, pour nous, photographes, c'est chaud. C'est chaud parce que tu es toujours en train de courir. Bon, en plus, je suis habillé en noir parce que ça passe partout, que c'est classe et que ça m'évite si je fais des tâches, parce que je mets un genou par terre, parce que je me renverse, il y a un invité qui me renverse un truc dessus, un gosse qui me met du gâteau ou quoi, tu peux vite, tu peux t'en sortir. Mais donc d'être habillé en noir, c'est pas dingue. Tu bois, il faut penser à boire beaucoup, 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 t'alimenter beaucoup et boire beaucoup durant la journée. C'est un peu comme tu bois, comme tu t'alimentes sur une course, tu vois, sur un marathon. C'est
penser à avoir les ressources nécessaires pour que physiologiquement tu puisses tenir le coup jusqu'à 1h du matin, quoi. Ouais, c'est vraiment un marathon où il faut être performant du début jusqu'à la fin. Ah ouais, franchement, c'est un marathon. Tu vois, sur Insta, j'ai vu des vidéos des nanas qui mettent genre, elles se filment avant le mariage, elles sont là, musique à fond dans la voiture, pop it up, toutes décontractées, et après elles rentrent machin 2h du matin dans la voiture, t'as pas un bruit, t'as les yeux qui ont du mal à rester ouverts pour avoir les yeux sur la route, et t'es cuit, tu rentres, t'es cuit. C'est des journées de ouf, tu fais entre 12 et 14, 15 heures d'affilée où t'as pas un moment où vraiment tu te reposes, quoi. Mais c'est aussi une décharge d'adrénaline de ouf. Moi, je kiffe parce que tu fais que vivre des trucs cool. Tu parles qu'avec des gens cool en général. Tu vis des trucs cool. Tu vas à droite, puis enfin, là, c'est une émotion qui est vachement exaltante et qui est vachement motivante. Quand tu rentres, après, t'es cuit. Mais moi, sur place, c'est que de la fatigue. Enfin, je préfère courir 14 heures toute la journée plutôt que de trépigner, tu sais, à chercher l'activité. C'est ça, je trouve, le plus dur. Quand tu es dans l'action, pour moi, c'est facile. C'est physique, mais c'est facile. Eh ben écoute, merci beaucoup. Merci d'être venu, d'avoir pris le temps. C'était vraiment top. Ouais. N'hésite pas à aller faire un tour sur juliensarton.fr pour découvrir mon offre, mes options, mes tarifs, mes photos. Et ben dans tous les cas, on mettra tout en description. Vous pourrez retrouver le site, les différents réseaux sociaux de Julien dans la description. Parce que j'y passe du temps sur les réseaux sociaux, donc allez faire un tour. Hein. Voilà, le mot d'ordre est passé. Je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et puis, passez une bonne journée, une bonne soirée. Ciao, ciao.